Les archives du renseignement soviétique renfermaient des dizaines de milliers de dossiers, mais il y en avait un que même les agents les plus chevronnés évitaient soigneusement. Imaginez une chemise sans la moindre inscription, sans nom de famille, sans date de naissance. Juste une vieille photographie, comme tirée d'une chronique de guerre. Sur le cliché, un groupe de personnes en uniforme de l'armée rouge. Jeunes, fatigués, mais vivants. Tous regardent droit vers l'objectif, mais un détail saute aux yeux. Une femme, debout un peu à l'écart. Son visage semble se dissoudre dans l'ombre. Sur le négatif, il n'est qu'une tache floue, comme si quelqu'un l'avait délibérément effacée de la pellicule. La photographie reposait dans ce dossier sans couverture, sans aucune légende, sans aucun nom. Seul un tampon rouge. Contrôle spécial. Au verso, un archiviste avait griffonné un simple mot. Objet X. Ce dossier n'avait pas la structure habituelle. Pas de rapport, de procès-verbaux, de fiches de renseignement. À la place, il contenait des dizaines de fragments. Un rapport décrivait la femme comme étant mince et brune. Un autre, comme étant forte, avec des cheveux châtains et des lunettes. Certains affirmaient qu'elle avait un accent caractéristique. D'autres documents soutenaient qu'elle parlait un russe parfait. Les agents qui avaient travaillé sur cette affaire l'admettaient. En feuilletant ce dossier, ils comprenaient que ce n'était pas un dossier, mais un fantôme. La première mention de l'objet X remontait à l'année 41, dans un village près de Smolensk. C'était l'été, sous l'occupation allemande. Plusieurs habitants affirmèrent avoir vu une jeune femme entrer dans la commandanture allemande et ne jamais en ressortir. Après cela, des arrestations commencèrent dans le village et l'agent de liaison d'un détachement de partisans disparut. Les gens chuchotaient que c'était à cause d'elle. À l'époque, tout cela semblait être un hasard, une coïncidence. Mais c'est cette piste qui marqua le début d'une histoire qui allait durer des décennies. Ainsi, dans le silence, avec un visage flou sur une vieille photographie, naissait la légende de la femme qui avait trompé l'Union soviétique. Année 41. Le front de l'Ouest s'effondrait sous les assauts de la Wehrmacht. Dans les forêts près de Smolensk, les premiers détachements de partisans se formaient. Parmi eux se trouvait un groupe d'opératrices radio, de jeunes femmes, des étudiantes, d'anciennes téléphonistes qui savaient manier un poste radio. C'est là que le nom de l'objet X refit surface. Un rapport mentionnait que sur un groupe de 7 personnes, seuls 2 étaient revenus, les autres ayant disparu. Un témoin affirma que peu avant une sortie en reconnaissance, l'une des jeunes femmes avait quitté le camp, soi-disant pour aller chercher de l'eau. Elle était revenue, mais quelques heures plus tard, les Allemands avaient pris les partisans par surprise. Presque tous périrent. Les survivants dirent « On nous attendait ». Il n'y avait aucune preuve officielle. Personne ne la qualifia directement de traîtresse. Mais une note apparut dans le dossier. Soupçon de collaboration avec l'ennemi. Dès lors, les traces de cette femme commencèrent à apparaître dans différentes régions du territoire occupé. Partout où elle surgissait, une tragédie se produisait peu après. Des sabotages échouaient. Les Allemands démantelèrent des planques. Des agents de liaison disparaissaient. Ce qui était stupéfiant, c'est que chaque fois, les témoins la décrivaient différemment. Pour les uns, c'était une jeune femme brune aux traits anguleux. Pour les autres, une femme discrète et effacée à la voix douce. Mais un détail concordait toujours. Elle apparaissait juste avant un échec. Dans les villages, on la craignait. Les gens disaient « Une femme est apparue, elle nous a regardés dans les yeux en souriant. Le lendemain, les Allemands sont arrivés. » À l'état-major des partisans, la rumeur d'un traître courait, mais personne ne pouvait prouver de qui il s'agissait. C'est alors que naquit la première légende. On se mit à l'appeler « celle qui sème la mort sur son passage ». C'est cet épisode que, plus tard, les officiers du Comité pour la sécurité de l'État considéreraient comme sa première trahison. La guerre se poursuivait. Le territoire soviétique brûlait sous le feu de l'occupation. Et avec cela, se multipliaient les histoires sur cette femme dont personne ne parvenait à mémoriser le visage. Les rapports opérationnels de l'époque sont saisissants. Un document indique « Femme d'environ 25 ans, cheveux blonds, visage rond, yeux gris ». Un autre « Environ 30 ans, mince, cheveux sombres, yeux marrons ».
Un troisième, grande, forte, avec des taches de rousseur. On avait l'impression qu'il s'agissait de personnes différentes. Mais les détails des événements coïncidaient. Une femme apparaissait, et peu après, survenait un échec. Les partisans racontaient qu'elle semblait capable d'endosser n'importe quel visage. Un jour, on la vit dans un village, où elle se présenta comme la sœur d'un soldat de l'armée rouge tombé au combat. Une autre fois, en uniforme d'infirmière, aidant les blessés. Une troisième, en habit de paysanne, un baluchon sur le dos. Mais toujours, elle était suivie du même résultat. Un jour ou deux plus tard, les arrestations commençaient. Certains témoins affirmaient qu'elle possédait un don rare, celui d'écouter sans jamais contredire. Les gens lui en disaient plus qu'ils n'en avaient l'intention. Elle ne posait que quelques questions, puis disparaissait. Pour les Allemands, elle était un fantôme utile. Pour les Soviétiques, une menace insaisissable. Dans les premières années de la guerre, son image s'entoura de multiples rumeurs. On disait qu'elle travaillait pour la Gestapo, qu'elle avait plusieurs passeports et plusieurs noms, qu'elle pouvait parler un allemand sans accent, et, le lendemain, un russe parfait. Mais le plus effrayant était ailleurs. Personne ne pouvait prouver son existence par des documents. Sur les photos, des silhouettes floues. Dans les procès-verbaux, des descriptions contradictoires. Dans la mémoire des gens, seulement la peur. Ainsi naquit la légende de la femme sans visage. Une légende qui, mois après mois, devenait de plus en plus dangereuse pour l'Union soviétique. Hiver 42. Les Allemands avaient renforcé leur position sur les territoires occupés. Dans les villages où, peu de temps auparavant, les partisans tenaient encore, régnait désormais le silence et la peur. C'est à cette époque que les archives de l'Abwehr et de la Gestapo mentionnent pour la première fois une femme que les archives soviétiques nommeront plus tard Objet X. Parmi les documents de prise saisis aux Allemands après la libération d'une petite ville, on trouva un rapport. Il y était écrit « Une collaboratrice russe a transmis des informations sur la position des unités soviétiques. En échange de son aide, une nouvelle identité et un compte en banque lui ont été promis. Il n'y avait pas de signature, mais une note était jointe au rapport. Lilia. C'est à partir de ce moment qu'elle cessa d'être une simple ombre traquant les partisans. Elle était entrée dans le jeu à un tout autre niveau. Selon des témoins, à la fin de l'année 42, on l'aperçut à l'état-major de la commandanture allemande. Elle ne portait pas d'uniforme, mais y entrait librement. Certains affirmaient qu'elle était accompagnée d'un officier de l'Abwehr, d'autres qu'elle venait seule. Durant ces mois, plusieurs agents de liaison soviétiques importants disparurent. Des opérations, préparées pendant des semaines, furent déjouées. Les partisans soviétiques murmuraient « Quelqu'un nous mène par la main jusqu'à l'ennemi ». Les archives le confirment, c'est à cette période que le Comité pour la sécurité de l'État, alors encore Commissariat du peuple aux affaires intérieures, rédigea les premiers rapports sur les soupçons d'existence d'une agente travaillant pour les Allemands. Les preuves manquaient, mais le rapport contenait cette formule. Considérée comme plus dangereuse qu'un groupe de sabotage. Des officiers se souvenaient, c'était comme chasser un mirage. Elle était toujours là, mais jamais dans notre champ de vision. Son allégeance à l'ennemi n'avait pas été consignée sur papier. Mais les traces de sa trahison étaient trop évidentes pour laisser place au doute. Ainsi, de rumeurs et de spectres, elle se transforma en une ennemie bien réelle à qui l'on se mit à prêter un pouvoir quasi mystique et une faculté de disparaître. Printemps 43. L'armée rouge préparait des opérations de grande envergure. La guerre ne semblait plus perdue. Le front se déplaçait progressivement vers l'ouest. Mais en parallèle, des rapports inquiétants parvenaient aux états-majors. Les Allemands en savent beaucoup trop sur nos mouvements. Dans les synthèses d'archives de cette période, on trouve une note particulière. Fuite d'informations sur le redéploiement d'unités dans la région de Briansk. Plusieurs colonnes ont été prises sous un tir d'artillerie précis. Comment les Allemands avaient-ils connu les itinéraires? Cela reste un mystère. Mais dans la liste des suspects, la figure de l'objet X apparut de nouveau. Dans les mémoires des officiers survivants, on peut lire « Un jour, une femme en uniforme militaire avait rejoint notre unité. Ses papiers semblaient authentiques. Elle s'était présentée comme une interprète de l'état-major, parlait avec assurance, connaissait la terminologie militaire. Pendant plusieurs semaines,
Elle est restée parmi les soldats de l'armée rouge. Elle aidait à négocier avec les habitants locaux. Elle traduisait les interceptions radio allemandes. Personne ne doutait de sa loyauté. Mais au moment où l'on préparait un transfert nocturne d'unités, la femme disparut. Et 24 heures plus tard, l'ennemi frappa précisément sur la route où les troupes soviétiques devaient repasser. Les officiers qui survécurent au raid le jurèrent. Nous lui faisions confiance. Elle savait tout. Une ligne laconique fut ajoutée à son dossier. S'est fait passer pour un officier de l'armée rouge. Possédait uniforme et documents. Origine des documents inconnus. Ce fut un tournant. Jusqu'alors, on la considérait comme une légende dangereuse, une ombre, une espionne parmi les partisans. Désormais, elle se révélait sous un nouveau jour. Une personne capable de gagner la confiance de l'armée, de porter son uniforme, de s'asseoir aux côtés d'officiers et de partager leur table. Pour ceux qui avaient survécu, elle resterait à jamais la femme en épaulettes qui les avait conduits à la mort. C'est à partir de ce moment que la formule « plus dangereuse que n'importe quel sabotage » apparut dans les synthèses opérationnelles du Commissariat du peuple aux affaires intérieures. Les années d'après-guerre, Moscou, Leningrad, Minsk, le pays vivait dans l'ombre de la grande victoire, mais dans les couloirs de la sécurité d'État, un nom continuait de circuler. Objet X. Ces traces refaisaient surface de temps à autre, dans des endroits inattendus. Dans les procès-verbaux des agents, on trouvait d'étranges coïncidences, des appartements abandonnés à la hâte où ne restaient que des bribes de journaux, un verre de thé à moitié bu, une odeur de parfum bon marché. Les voisins décrivaient la femme différemment, jeune ou déjà d'âge mûr, bruyante ou silencieuse, mais toujours une étrangère, récemment arrivée et soudainement disparue. En 1948, un incident à Moscou fut consigné dans des rapports spéciaux. Sur l'Arbat, lors d'une descente dans une planque clandestine, les tchéquistes firent irruption dans un appartement. Sur la table, une cigarette fumait encore. Le poste de radio était allumé. Sur le lit, une robe qu'on venait de quitter. Mais l'occupante des lieux était absente. Une voisine jura que, 1 minute avant l'arrivée des agents, la femme était assise à la fenêtre. Des histoires similaires se multiplièrent. Sur la Ligovka à Leningrad, une chambre vide avec une valise sans nom. À Minsk, un appartement où les propriétaires assuraient qu'une parente de Moscou vivait avec eux, mais aucun document la concernant ne fut retrouvé. Dans leur rapport, les agents écrivaient « C'est comme si elle sentait notre arrivée. Elle part 1 minute avant d'être arrêtée. » C'est à cette époque que le terme « appartement fantôme » s'est imposé au sein des services. Il désignait les refuges où cette femme était passée, mais qui ne fournissaient pas le moindre indice. Pour le Comité pour la sécurité de l'État, elle devint le symbole de l'échec. Toute mention d'un appartement abandonné sans occupant évoquait un seul mot : elle. La chasse aux fantômes se poursuivait donc dans un pays en paix. Et chaque nouvel épisode rendait plus évident que cette femme savait non seulement trahir, mais aussi disparaître. La fin des années 40. Les ondes radio étaient pleines de grésillements, de crépitements et de signaux brefs. À cette époque, des milliers d'opérateurs radio en Union soviétique captèrent les transmissions ennemies, enregistraient les chiffres, traquaient les codes adverses. Mais parmi tout ce bruit, une voix résonnait parfois. Une voix de femme. Dans les rapports d'interception radio, on trouve une note laconique. Indicatif non identifié. Voix féminine. Désignation. Lilia. Elle apparaissait soudainement, le plus souvent la nuit. La voix prononçait des phrases courtes, parfois des chiffres, parfois des mots isolés. Les opérateurs notaient que la diction était impeccable, sans accent. Certains pensaient qu'elle lisait des messages chiffrés. D'autres affirmaient que c'étaient des mots de passe pour des agents secrets. Un cas en particulier attira l'attention. En 1951, un opérateur radio à Leningrad enregistra cette phrase « Tout est perdu, mais je suis encore là ». La transmission dura moins d'1 minute, puis le silence se fit. Les tentatives pour rétablir le signal furent vaines. À la Loubianka, on se demandait à qui appartenait cette voix. Une version suggérait qu'un centre à l'étranger était derrière ce message chiffré. Une autre, qu'il s'agissait de cette même femme qui leur avait échappé pendant la guerre. Certains agents avouaient entendre dans ces mots un défi,
comme si quelqu'un se moquait d'eux au nez et à la barbe. Depuis lors, le nom de « la voix de Lilia » s'est ancré dans les cercles du service. Chaque fois que les opérateurs captaient une transmission similaire, les dossiers des archives s'épaississaient de nouveaux procès-verbaux. Et bien que des dizaines d'experts débattaient de la nature technique de la transmission, au Comité pour la sécurité de l'État, on en tira une conclusion. Le fantôme était toujours vivant et continuait de leur parler. Ainsi naquit une autre légende, celle d'une femme qui non seulement disparaissait dans des appartements fantômes, mais savait aussi prendre l'antenne, comme pour narguer ceux qui tentaient de la retrouver. À la Loubianka, il y avait des centaines de dossiers secrets, d'épais dossiers ficelés, estampillés « Top Secret » et « Importance capitale ». Mais parmi eux, il y en avait un qui semblait contredire la notion même d'archive. Il n'avait pas de couverture. Le dossier commençait par cette photographie des années de guerre, celle où le visage de la femme se dissolvait en une tache. Suivaient des feuilles rassemblées à la hâte. Des rapports, des procès-verbaux d'interrogatoire, des témoignages. Mais tous étaient écrits par des mains différentes, à des époques différentes, comme s'ils n'avaient jamais constitué un seul et même dossier. Les agents l'appelaient « l'archive sans couverture ». Un jour, un employé nouvellement recruté demanda à ses aînés « Pourquoi est-il comme ça? Pourquoi n'est-il pas classé selon les règles ?» On lui répondit « Parce que ce n'est pas un dossier, c'est notre ombre ». À l'intérieur de la chemise cohabitaient des documents qui ne concordaient pas entre eux. Sur une feuille, la description d'une femme se faisant passer pour une interprète de l'Armée rouge. Sur une autre, des informations sur un appartement fantôme sur l'Arbat. Plus loin encore, un radiogramme avec l'indicatif « Lilia ». Tous les fils menaient à une seule figure, mais personne ne parvenait à les relier pour former une image cohérente. Les pages arrachées étaient particulièrement étranges. Au milieu du dossier, des vides béants, comme si quelqu'un avait délibérément retiré une partie des informations. Sur les marges, des traces de trombone, des bribes de phrases déchirées. Qui avait découpé ces feuilles? On ne le sut jamais. Certains pensaient que c'était la femme elle-même qui aurait réussi à s'introduire dans les archives. D'autres, que ses protecteurs au sein du système effacèrent les traces. Mais quiconque ouvrait ce dossier ressentait la même chose. Au lieu de documents, il tenait entre ses mains une énigme qui vivait sa propre vie. Ainsi, l'archive sans couverture devint le symbole de l'impuissance des services. Elle contenait tout et rien à la fois. Et c'est elle qui nourrissait la légende de la femme sans visage. Les couloirs de la Loubianka ont toujours été remplis de secrets. On y discutait de secrets d'État, de chiffres, d'opérations. Mais il y avait un nom que l'on prononçait rarement à voix haute. On le chuchotait comme par peur de réveiller quelque chose qui échappait depuis trop longtemps. Les employés l'appelaient de différentes manières. Objet X, Lilia, la femme sans visage. Mais le plus souvent, simplement, elle. Il suffisait qu'un agent dise « elle est réapparue » pour que tout le monde comprenne de qui il s'agissait. Au fil des ans, la traque de ce fantôme s'était transformée en une sorte d'obsession interne. Les jeunes employés considéraient l'affaire comme une vieille légende. Mais ceux qui travaillaient dans les services depuis des décennies disaient « c'est sur elle que nous avons tous appris la patience ici ». Dans les archives, on trouve des notes. Rencontre à Leningrad, soupçon sur elle. Mourmansk, échec de l'opération. Signal radio à Minsk. Chacun de ces épisodes était accompagné de la même mention. Probablement elle. On avait l'impression que le système lui-même avait peur de reconnaître sa réalité. Elle leur avait échappé trop longtemps. Elle avait trop souvent laissé derrière elle des traces impossibles à transformer en preuves. Certains vétérans des services avouaient « le nom de cette femme était devenu un mot de passe pour la peur. Nous savions que si ce « elle » apparaissait dans un rapport, tout irait de travers. » Les chuchotements à la Loubianka se sont poursuivis pendant des décennies. Les jeunes remplaçaient les anciens et le dossier sans couverture passait d'un bureau à l'autre. Personne ne pouvait clore l'affaire et personne n'osait la qualifier définitivement de légende. Elle existait à la frontière de la peur et de la réalité. Et cette frontière devenait de plus en plus mince. La fin des années 50. L'Europe se divisait en zones d'influence. La guerre froide devenait la nouvelle réalité. C'est à ce moment que son nom fit surface pour la première fois en dehors de l'Union soviétique.
En 1957 à Berlin, dans le secteur britannique, une femme fut arrêtée avec de faux papiers. Dans son sac, on trouva un carnet où étaient mentionnées des adresses à Moscou et des noms d'anciens combattants. Mais lorsqu'on tenta de l'interroger, elle garda le silence. 24 heures plus tard, elle n'était plus dans sa cellule. La porte était restée verrouillée et les gardes juraient que personne n'était entré ni sorti. 2 ans plus tard, une histoire similaire se produisit à Paris. La police française signala une femme soupçonnée d'être en lien avec des diplomates soviétiques. Le rapport des services de sécurité indiquait « Parler russe sans accent, c'est présenté comme interprète. Le nom ne correspond pas au passeport. » Quand on se présenta à son domicile avec un mandat, l'appartement était vide. Sur la table, une cigarette encore fumante et une radio allumée, d'où s'échappaient des chuchotements et des grésillements. À Londres, en 60, on la décrivit comme une dame russe portant un chapeau, aperçue dans le quartier de Soho en compagnie d'agents des services secrets d'Europe de l'Est. Mais là aussi, sa trace se perdit. Tous ces épisodes avaient un point commun. Une femme dont personne ne pouvait mémoriser le visage, mais qu'on associait obstinément au passé soviétique. À la Loubianka, ces informations ne faisaient qu'accroître l'inquiétude. Elle n'avait pas simplement disparu après la guerre. Elle continuait de vivre, d'agir, et semblait se moquer d'eux en apparaissant dans les endroits les plus inattendus. À chaque nouvel épisode, la légende se renforçait. Elle devenait un spectre international, une figure que l'on nommait en Occident « Phantom Lady », tandis qu'en Union soviétique, on continuait de murmurer « c'est elle ». Au début des années 60, un événement se produisit à Moscou qui restera longtemps un secret. Dans un rapport classifié du Comité pour la sécurité de l'État, on trouve cette note. Le docteur K.A. est soupçonné d'être en contact avec l'objet X. Mettre en place une surveillance. Le docteur K.A. était un chirurgien de renom. Il travaillait dans une clinique de la capitale, soignait des membres du parti, avait accès au domicile de hauts fonctionnaires. Sa vie semblait transparente, mais c'est lui qui, selon plusieurs témoins, aurait un jour prononcé cette phrase « Je suis le seul à avoir vu son vrai visage ». Ces mots avaient été prononcés par hasard, à table, lors d'une conversation avec des collègues. Une semaine plus tard, le médecin fut placé sous surveillance. Les agents rapportèrent « Une femme d'âge moyen est venue le voir. Elle est restée dans son cabinet environ 1 heure. Elle est partie peu avant la fin de la journée de travail. Aucune trace de sa visite dans le registre. Sa description ne correspond à aucune autre. Certains affirment qu'elle était une blonde élancée, d'autres, une femme brune et mûre. 1 mois plus tard, le médecin mourut subitement. Version officielle, crise cardiaque. Mais dans son bureau, on trouva des papiers brûlés. Parmi eux, seul un fragment subsistait. Trait du visage instable. À la Loubianka, diverses théories circulaient. Certains pensaient que le médecin l'avait réellement aidé à changer d'apparence, par des opérations de chirurgie plastique ou, du moins, par un camouflage. D'autres affirmaient qu'il connaissait simplement son secret et qu'il avait trop parlé. Mais le fait était là. L'homme qui avait déclaré avoir vu son vrai visage avait rapidement disparu de la scène. Ainsi, la légende de la femme sans visage prit un nouveau souffle. Désormais, son image était nimbée du mystère de la médecine, suggérant que son apparence pouvait changer non seulement grâce à la ruse, mais aussi grâce à la science. Au début des années 70, un nouveau dossier apparut dans les archives du Comité pour la sécurité de l'État, marqué d'un tampon rouge « Dossier spécial ». Il portait un nom étrange, Mimosa. Selon la légende, ce plan avait été élaboré dans le cercle restreint de la direction S. Son but était de créer un réseau de sosies et de fantômes destiné à semer la confusion parmi les services de renseignement étrangers. On utilisait de vraies personnes, à l'apparence similaire, entraînées à porter de faux papiers et à jouer des rôles. Mais on découvrit bientôt que celles qu'on traquait depuis des décennies semblaient avoir anticipé un tel stratagème. Le rapport indiquait « Au moins 3 cas ont été établis où différentes personnes l'ont décrite au même endroit, mais avec des apparences différentes. L'intervalle de temps n'était que de quelques heures. Les agents se demandaient « Est-ce son propre système de sosie qu'elle a créé elle-même ou avait-elle des complices ?» Dans le dossier Mimosa apparurent les noms de femmes suspectes vivant à Moscou, Riga, Vilnius.
Toutes avaient des traits similaires. Toutes auraient pu jouer son rôle. Mais il fut impossible d'en vérifier une seule. Les témoins se contredisaient, les documents disparaissaient, les gens s'évanouissaient sans laisser de traces. Un cas à Kiev suscita un intérêt particulier. Là-bas, 2 agents la suivaient. L'un affirmait avoir vu une blonde en manteau gris. L'autre que c'était une brune en robe bleue. Les 2 témoignages se rapportaient à la même heure. À la Loubianka, on en conclut. Soit elle savait changer d'apparence instantanément, soit tout un réseau la couvrait. Depuis lors, une nouvelle expression fit son apparition dans les conversations de service. Son mimosa. Cela désignait un labyrinthe de fantômes, de fausses pistes et de visages parmi lesquels il était impossible de trouver l'original. C'est cette image qui transforma définitivement la femme sans visage en mythe. Elle n'était plus simplement une personne, mais un symbole, un spectre capable de se cacher sous n'importe quel masque. Quand, à la Loubianka, on rédigeait les synthèses finales sur l'objet X, une nouvelle section y apparut pour la première fois. Victimes indirectes. Il s'agissait de personnes dont la vie avait été détruite non par une balle ou une condamnation, mais par sa simple présence. Les archives conservent leurs histoires. Un officier des transmissions, revenu du front. Il jurait l'avoir vu en uniforme de l'armée rouge, à la même table que lui. Après l'échec de l'opération, il fut dégradé, sa famille exilée au fin fond de la province et son nom effacé des listes de distinction. Jusqu'à la fin de sa vie, il répéta la même phrase. Nous lui avons fait confiance. Un commandant de partisans de Biélorussie, dont le détachement disparut après une rencontre avec une femme inconnue qui promettait de l'aide. Le commandant survécut, mais passa 20 ans à faire le tour des bureaux, tentant de prouver qu'il n'y avait eu aucune trahison de sa part. Il mourut avec l'étiquette de « non fiable ». La famille d'un ouvrier de Moscou, dans l'appartement duquel, sur la Ligovka, s'était installée une parente de province. Les voisins ne la virent que quelques semaines, après quoi l'homme fut arrêté comme complice d'une espionne. Il fit 10 ans de prison. Et ses enfants ne surent jamais qui était cette femme. Chacune de ces histoires le rappelait. Son fantôme brisait les vies même de ceux qui l'avaient à peine croisé. Dans un dossier spécial, on trouve cette ligne. Les victimes ne comprennent pas qu'elles sont devenues une partie de sa légende. Cela ne sonnait pas comme un document officiel, mais comme un aveu d'impuissance. Pour certains, elle était un mythe. Pour d'autres, une tragédie personnelle. Mais ce sont ses destins qui montraient tant que sa trahison ne s'était pas limitée aux années de guerre. Elle continuait d'empoisonner des vies pendant des décennies. Ainsi, la femme sans visage ne laissait pas derrière elle que des appartements vides et des photos floues. Elle laissait des destins brisés. Et c'était là sa trace la plus terrible. Les années 40 firent de place aux années 50, puis vinrent les années 60. Le pays vivait une nouvelle vie. La reconstruction, le cosmos, les changements au Kremlin. Mais à la Loubianka, un dossier restait ouvert, que personne n'osait fermer. Les opérations contre elle se poursuivaient sans relâche. À Moscou, Leningrad, Riga et Kiev, des équipes de surveillance étaient mises en place. Des agents étaient infiltrés dans les milieux de l'émigration. Des centaines d'appartements et des milliers de passeports étaient vérifiés. Chaque fois, la traque se terminait dans le vide. En 1959, une équipe spéciale surveillait une femme correspondant à la description. Pendant 3 semaines, ils enregistrèrent ses déplacements, ses contacts, ses conversations. La nuit où la décision fut prise de l'arrêter, l'appartement était vide. Sur la table, un verre d'eau et un foulard de femme. En 1965, à Minsk, le plan Anneau fut préparé. Encercler le quartier où elle aurait été vue. Des centaines d'agents, des rues bloquées, des barrages. Résultat, 0. Le rapport officiel était presque une moquerie. L'objet a disparu. Les agents l'admettaient, c'est comme si elle connaissait nos moindres faits et gestes à l'avance. Certains pensaient qu'elle avait des protecteurs au sein du système. D'autres, qu'elle disposait de son propre canal d'information qui lui permettait de s'échapper 1 minute avant sa capture. 30 ans de traque se transformèrent en un symbole d'impuissance. Les dirigeants changeaient, les générations d'agents se succédaient.
Mais chacun d'eux commençait sa carrière avec la légende de la femme sans visage. Pour les jeunes, c'était une épreuve. Trouve-la et tu prouveras que tu mérites de travailler ici. Mais personne ne la trouvait. Dans l'un des derniers rapports, daté de 1971, figurait une courte note. Un fantôme. Mais la chasse continue. Ces mots devinrent l'épitaphe de toute une époque de recherche. Printemps 72. Les stations d'interception radio fonctionnaient en mode habituel, enregistrant les bruissements de l'éther, les coups sourds du code, les transmissions aléatoires. Mais dans la nuit du 14 au 15 avril, un opérateur d'une station près de Kaluga capta ce qu'on appellera plus tard le dernier signal. Une voix de femme, claire, assurée, sans accent. Elle ne prononça que quelques mots. « C'est la fin. Je m'en vais. » La transmission dura moins de 20 secondes. Pas de coordonnées, pas de chiffres, pas de répétition. Puis, le silence. À la Loubianka, l'alerte fut donnée. On tenta de localiser le signal. En vain. Certains experts affirmaient qu'il provenait de Moscou, d'autres des pays baltes, d'autres encore parlaient de la frontière avec l'Ouest. Des rafles furent organisées dans la foulée. Des dizaines d'appartements fantômes furent perquisitionnés, plusieurs femmes suspectes arrêtées. Mais le résultat fut de nouveau nul. Un document conservé dans les archives porte la dernière inscription. Si c'était elle, alors la partie est terminée. Il ne reste aucune trace. Depuis lors, le nom de l'objet X n'est plus jamais apparu dans un rapport officiel. Le dossier sans couverture fut relégué sur une étagère lointaine. Les nouveaux employés ne la connaissaient que par des rumeurs, comme une histoire effrayante du passé. Mais les anciens agents disaient autre chose. Un fantôme ne meurt pas. Il attend, simplement. C'est ainsi que s'acheva une traque de 30 ans. Sans dénouement, sans réponse, sans visage. Et quelque part, dans le silence de l'histoire, est restée pour toujours une femme qui a trompé l'Union soviétique. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes passionnantes.